auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 20h15 de ce 21 janvier 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons démarrer cette édition avec cette décision du ministre de la Communication qui a décidé de lever les sanctions contre le groupe de presse Canal 3 et son rédacteur en chef, le journaliste Seyni Amadou. À cet effet, plusieurs responsables des médias se sont réunis devant les locaux de la police judiciaire. Le point avec Moudi Moussa, il est bien sûr le président de Cap Média. Suivez plutôt. Un sentiment de joie qui nous anime après la libération de notre confrère, le journaliste Seyni Amadou, qui est là à côté de moi, après pratiquement 48 heures, sinon plus, de garde à vue ici à la police judiciaire. Et nous voulons aussi rappeler qu'à côté de cette bonne nouvelle de libération de notre camarade, il y a aussi la levée, nous venons à l'instant également de la prendre, de la décision de suspension du groupe de presse Canal 3 Niger, mais aussi celle concernant la levée également de, comment on appelle ça, la suspension, je vais dire, de la carte de presse de notre confrère. C'était un malentendu parce que, comme on l'a dit, le reportage en question pour lequel notre confrère a été conduit ici à la police est une initiative qu'il animait et faisait depuis, on l'a dit, plus d'une décennie. Donc c'est dans la logique de la continuité. Et si il l'a fait aussi, ce n'était pas parce qu'on était opposé au CNSP, vous l'avez toujours vu, depuis le 26 juillet, s'il y a des gens ou un groupe engagé aux côtés du CNSP dans le cadre de cette lutte qu'on mène depuis le 26 juillet 2023, c'est bien la presse. On a bravé toutes sortes d'intempéries, la pluie, le froid. On a quitté souvent nos foyers pour nous retrouver avant tout le monde à la place tantôt de la résistance ou de la concertation pour animer les meetings et manifestations de soutien au CNSP. Donc la presse, il faut la comprendre, nous avons aussi un devoir d'informer et aussi un devoir d'inciter le pouvoir public à accomplir convenablement leur mission. Et ça, pour rien, on ne peut perdre cela de vue. Mais maintenant, ce qu'il faut saluer, c'est cette sagesse, n'est-ce pas, des autorités, notamment du ministre de la Communication, qui a bien voulu entendre notre appel en suspendant ces mesures que nous, on a considérées comme étant, en tout cas, totalement illégales, parce qu'elles ne reposent sur aucune disposition réglementaire. C'est vraiment le lieu de remercier l'ensemble des confrères qui se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux confrères Seyni Amadou. Au-delà des confrères, il faut aussi saluer le conseil, n'est-ce pas, d'avocats qui a voulu défendre notre camarade jusqu'à obtenir sa libération. Nous voulons prendre ici un engagement en tant que presse nigérienne. Nous allons toujours continuer ce combat aux côtés de nos autorités parce que la presse
tout comme les autres composantes de la société, sommes partie intégrante du peuple. Et ce combat qu'on mène, c'est un combat du peuple nigérien et nous serons toujours et en toutes circonstances prêts à le porter. Voilà le reportage dans cette édition. Le groupe de presse Tambra s'est intéressé aux vertus de la canne à sucre. Latifa Hamaïda a fait un tour au niveau du marché Haboukaina de Bukoki. Voilà ce qu'elle nous rapporte. La canne à sucre, communément appelée arrêté en langue nationale, c'est une plante cultivée principalement pour ses tiges qui contiennent un jus sucré. Elle appartient à la famille des graminées comme le mil, le sorgho ou le maïs. Elle est très prisée par ses amateurs car le jus de canne à sucre n'a pas seulement un fort pouvoir rafraîchissant. Il fournit également une source d'énergie immédiatement mobilisable en cas de fort. Il serait aussi riche en calcium, magnésium, phosphore et potassium. Mâcher de la canne à sucre aidera à renforcer l'émail des dents et à prévenir la carie. Sa valeur nutritionnelle aide également à prévenir les mauvaises haleines. Elle est utile contre la toux, elle étrange la soif. Cette plante aide aussi à vomir, aussi qu'à faciliter les sécrétions urinaires car elle permet le bon fonctionnement des reins et à faciliter le transit et agir contre la constipation. Ces derniers temps, de nombreuses personnes s'activent dans la vente de la canne à sucre. Il suffit de sillonner la ville, les marchés et les différentes artères. Pour améliorer sa disponibilité, le marché de Bukoki, plus connu sous le nom de Haboukaina, est le principal endroit pour le stockage et la vente en gros ou en détail de ce produit. Aux alentours de ce marché, on y retrouve également un nombre important de revendeurs ambulants. Cette plante qui provient de Djundju, Karakara et Zabori commence à prendre du recul ces derniers temps à cause des mauvaises récoltes. Tawa à présent, l'administrateur délégué, le chef de canton et de nombreuses personnes ont organisé une salubrité au cimetière musulman de la région. Le point avec notre correspondant de Tambara, Tawa. Suivez plutôt. Une séance publique de salubrité a été organisée par l'administrateur délégué de la ville de Tawa et le chef de canton en collaboration avec les associations des chefs des quartiers le samedi 18 janvier 2025 au cimetière est de la ville de Tawa. Plusieurs associations féminines, syndicats et la population de Tawa sont sortis massivement pour accompagner cette opération de salubrité. L'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, a souligné d'abord l'objectif de cette rencontre avant de remercier tous ceux qui ont pris part à cette opération de salubrité. Nos partenaires qui sont des syndicats des transports de sable et de gravier nous ont accompagnés avec 17 camions bennes. Plus les 3 que nous avons, ça fait 20 camions. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train de faire avancer les travaux et que tout le monde ici apprécie. Et nous pensons que si la tendance tient, avec la même dynamique de la façon de travail, probablement d'ici ce soir, peut-être que nous aurons fini l'ensemble de ce immondice. Maintenant, ce qui restera à nous de faire, c'est de préserver les acquis. Et nous sommes en réflexion avec l'administrateur délégué de la commune 1 pour savoir quelle sera la procédure, quel serait le comportement adopté par rapport à cet endroit est également un endroit de grande délinquance. Et là, nous allons conjuguer nos efforts avec la police pour que l'ordre y soit au niveau de cette partie de la ville de Tawa. Notez que les syndicats des gros porteurs de la ville de Tawa ont contribué à hauteur de 17 camions pour aider à évacuer les ordures de la ville de Tawa et ont promis de le faire au besoin. À Bamako, les forces de défense et de sécurité ont neutralisé plusieurs terroristes et ont récupéré leur matériel. Les nouvelles du front, c'est avec la RTB. Ces derniers jours, plusieurs opérations offensives ont été menées par nos vaillantes forces combattantes contre les criminels. Quelques attaques ont été également repoussées sur nos positions défensives.
Ce 7 janvier, nos valeureux combattants de Bani ont attaqué un poste de surveillance de criminels dans la zone de Bani, neutralisant certains, faisant un prisonnier et récupérant de la logistique de guerre. Le 8 janvier, les combattants du BIR 23 dans la boucle du Moun, en reconnaissance dans le village de Goron, non loin de Yaba, ont pris contact avec l'ennemi. Les criminels ont été copieusement fouettés et du matériel de guerre récupéré. Ce 10 janvier, dans la zone de Pibaori à Wenpolgo, des criminels ont essayé de se fouetter à l'unité Léopard. Ils ont été matés et du matériel de guerre récupéré. Le même jour, des hordes de criminels ont attaqué la position de Durum dans la zone de Tougan, mais ils ont été accueillis dans un déluge de feu les contraignant à fuir, abandonnant quelques moyens logistiques sur place. Ce 11 janvier, des criminels sont venus s'attaquer à une position du BIR 19 au nord de Bougandi. Ils ont été copieusement battus et ont abandonné cadavres et logistiques de guerre. Ce 11 janvier toujours, le bataillon de marche Sigal dans la boucle du Moun et les combattants de Nuna ont mené des actions offensives respectivement dans les zones de Wori et Warakui. Ils ont détruit les positions ennemies et récupéré du matériel. Ce 12 janvier, le détachement mixte de Fautiré au centre-est a tendu une embuscade à succès contre des criminels en mouvement vers Warueugo. Le 15 janvier, un commando des forces spéciales en manœuvre dans la zone de Popemengao vers Djibo a fait plusieurs rencontres ennemies et les ont tous expédiés en enfer et récupéré du matériel. Le 16 janvier, des criminels ont essayé une incursion sur la position de nos forces à Aurema. Ils ont été battus et ont fui abandonnant des moyens logistiques. Le même jour, le 18e bataillon d'intervention rapide a mené une action offensive sur la base terroriste de Dar Salam dans la zone de Solenzo. La base a été anéantie et une importante logistique récupérée ou détruite. Le 17 janvier, le 10e BIR a mené une reconnaissance offensive dans la zone de Warakui, Kodougou, Bagala en vue de nettoyer les berges du fleuve de ces criminels. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et du matériel récupéré. Du 16 au 18 janvier, des commandos des forces spéciales ont mené des actions offensives dans la zone du centre-nord. Des combats intenses ont eu lieu avec les criminels dont un grand nombre a été décimé et du matériel de guerre récupéré. Dans les airs, plusieurs opérations ont été menées contre les criminels sur l'ensemble du territoire. Ce 7 janvier, la surveillance dans la zone du centre-nord a permis
de détecter un mouvement de criminels du nord vers la zone de Boulsa. Ils sont suivis. Ils arrivent jusqu'à leur point de ralliement à Zikidikin. Une attaque aérienne est immédiatement préparée pour les accompagner la nuit tombée. Ils vont être frappés au milieu de la nuit par plusieurs missiles. La zone va rester sous surveillance toute la nuit. Au petit matin, un groupe de rescapés tente de venir chercher la logistique et fuir. Le groupe est immédiatement foudroyé. Nos forces combattantes vont très vite arriver dans la zone pour achever le travail et récupérer du matériel encore utilisable. Ce 9 janvier, les vecteurs aériens sont alertés d'une incursion de criminels à mener dans le centre-est. Très vite, ils y mettent cap pour prendre la situation en compte. Alertés du danger qui plane sur leur tête, les criminels essaient de fuir, mais trop tard. Un missile va frapper les premiers éléments. Puis les autres affolés qui accélèrent sont rattrapés par un autre missile. Les combattants au sol à leur trousse vont prendre le relais de la bataille et traiter copieusement cette horde de criminels. Ils récupèrent le matériel encore utilisable. Ce 15 janvier, les renseignements font état d'une présence massive dans la zone des 3 frontières. Les vecteurs aériens se lancent et trouvent effectivement les criminels à manœuvre qui foncent droit sur une de nos positions. Ils sont observés dans leur manœuvre et leur coordination, mais les vecteurs décident d'arrêter leur progression. Un puissant missile va les foudroyer. Puis c'est la débandade des rescapés qui s'empressent de regagner leur position de départ. Ce 16 janvier, des criminels vont revenir dans la zone de Sakongo au centre-est. Ils sont suivis jusqu'à leur base de repli par un vecteur. Ils arrivent et se réunissent pour sûrement un point de situation. Pas le temps. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés. Les opérations se poursuivent. Actualité internationale, toujours aux États-Unis d'Amérique. L'investiture du 47e président Donald Trump a eu lieu ce 20 janvier 2025 où il a prêté serment devant plusieurs anciens présidents des États-Unis. Suivez plutôt. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States. Une cérémonie et une formule immuables depuis plus de 200 ans.
Comme un air de déjà-vu, Donald Trump prête serment. Moi, Donald Trump, je jure solennellement. La main gauche sur 2 Bibles, celle d'Abraham Lincoln et celle offerte par sa mère. De préserver, protéger et défendre. La Constitution des États-Unis. La Constitution des États-Unis. Sous la rotonde du Capitole, 700 invités triés sur le volet. Les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush ou encore Barack Obama. Aux premières loges aussi, les grands patrons de la tech, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, ou le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Et évidemment, son soutien indéfectible, Elon Musk. Devant eux, il prononce un discours inaugural aux airs de revanche. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Ma plus grande fierté serait qu'on se souvienne de moi comme d'un homme de paix, rassembleur. Sur un ton plus offensif, il égrène ses mesures sur l'immigration, l'avenir du canal de Panama, l'inflation, mais aussi sur la conquête de Mars. Nous poursuivrons notre destinée manifeste dans les étoiles en envoyant un astronaute planter le drapeau américain sur la planète Mars. Jusqu'à la dernière minute, le programme a été bouleversé. À cause du froid, les cérémonies en plein air ont été annulées. Il a fallu préparer une deuxième pièce pour les VIP qui ne pouvaient pas rentrer sous la rotonde et qui ont regardé la cérémonie sur écran géant. Et surtout cette question, comment accueillir les 220 000 personnes qui avaient des billets pour assister à cette cérémonie devant le Capitole à l'extérieur. 20 000 supporters trumpistes ont tout de même pu suivre la cérémonie dans cette aréna. À chaque annonce, des cris, des applaudissements et des larmes aussi. Un moment historique qu'il ne voulait pas manquer. Dès que Donald Trump a gagné l'élection, on a réservé un hôtel tout de suite pour être là. C'est fantastique. On est arrivé hier de Floride. On a attendu toute la journée. On voulait participer à l'événement. Tous espèrent apercevoir le 47e président des États-Unis, attendu ici, dans la soirée. Dans le hall de cet hôtel, le discours de Donald Trump à peine terminé, on parle d'un changement radical. On a vécu une période très noire pendant 4 ans. Je suis ravie car c'est une période en or qui démarre. L'économie va s'envoler. Papa est de retour. Il est temps de sortir les poubelles. Faire le ménage et renverser la table, disent les soutiens de Donald Trump qui affluent ce jour à Washington. Tracy vient de Californie, elle veut un président qui dicte ses lois. Quand on lui dit non, il sait résister pour défendre les valeurs des États-Unis à travers le monde. Vous voulez qu'il soit encore plus dur? C'est exactement ça. Dehors, les produits dérivés vendus renseignent également à leur manière sur l'état d'esprit. Autre ambiance au Texas, terre républicaine s'il en est. Dans ce quartier ultra chic, on a rendez-vous avec une 60aine de femmes, toutes membres du parti Les Républicains, déjeuner pour célébrer le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une prière pour démarrer. Le président Trump revient à la Maison-Blanche. Ici, les supporters de Trump nous disent tous avoir une priorité, la lutte contre l'immigration illégale. Au Texas, l'urgence, c'est ce qui se passe à la frontière. À cause de ça, on a eu trop de problèmes depuis 4 ans à travers le pays. Pour soutenir Trump, chaque participant fait un don. Les chèques de $1000 sont les bienvenus. L'argent, s'il y a bien une ville où on en parle beaucoup, c'est Las Vegas. Le président Trump y possède d'ailleurs un hôtel. Et dehors, ses partisans n'attendent qu'une chose, plus de pouvoir d'achat. Il va remettre les gens au boulot. Il va relancer l'industrie pétrolière et les mines de charbon. Devant les machines à sous, Brian est un peu plus nuancé sur l'avenir. Je ne pense pas que les décisions politiques prises par le président vont avoir un gros impact sur notre économie. Sans surprise, Donald Trump est beaucoup plus optimiste. Pour lui, un nouvel âge d'or démarre, celui du business à l'américaine.
Donald Trump annonce qu'il va déclarer l'état d'urgence à la frontière sud, la frontière avec le Mexique. Un état d'urgence qui permet de déployer les troupes à la frontière pour repousser une invasion qu'il qualifie de désastreuse. Les entrées illégales seront stoppées et des millions de criminels, c'est le terme qu'il emploie pour désigner les migrants en situation irrégulière, seront expulsés. En parallèle de ça, il prévoit de désigner les cartels comme des organisations terroristes pour éliminer les gangs et les réseaux criminels, mettre fin à l'immigration, fermer les frontières. C'est la promesse sur laquelle il a été élu, celle que tout le monde attendait. Aujourd'hui, c'est la priorité. Avant-dernier élément de cette édition, Poutine et Touadéra ont signé un accord dans le but d'approfondir leurs relations. Suivez ce reportage de Africa News. Le parti du président centrafricain, le mouvement Cœur Uni, MCU, a signé lundi un accord avec la formation de Vladimir Poutine, Russie Unie. Cet accord a été signé lors d'une visioconférence après la visite officielle de 3 jours du président Faustin Archange Touadéra à Moscou. Le document a été paraphé par le secrétaire exécutif du MCU, Simplice Mathieu Sarandji, et Andrei Klimov, membre du bureau du Conseil suprême de Russie Unie. Le représentant du groupe Wagner en Centrafrique, Dimitri Siti, était également présent. Pour la Russie, cette coopération vise à approfondir les relations entre les deux parties en encourageant notamment des projets communs. Cette cérémonie intervient au moment où commence la mobilisation des soutiens du président Touadéra en vue d'un nouveau mandat à la présidentielle de fin d'année. Pour les critiques du gouvernement de Touadéra, cet accord renforce l'influence russe qui s'étend à plusieurs secteurs clés, dont l'armée, la gendarmerie, mais aussi les ressources minières et l'exploitation terrestre. Pour rappel, le président Faustin Archange Touadéra a confié la sécurité du pays au groupe Wagner en 2018. Et enfin, dans cette édition, nous partons à la découverte du multimilliardaire américain Elon Musk. Voyons dans ce reportage de la TF1 comment il gère ses différentes usines. Et excellente suite des programmes sur votre télé et radio de proximité Tambra. Au revoir. Un vaisseau amiral, plus de 20 000 employés. La Gigafactory, comme on l'appelle, est basée au Texas. Elle fabrique les véhicules au look futuriste de Tesla. 17 heures, fin de la journée de travail pour ses ouvriers. Parmi eux, Victor, 3 ans déjà qu'il exerce comme sous-traitant chargé du système électrique. Chez Musk, premier enseignement, on impose souvent de grosses cadences. Entre 40 et 70 heures. Par semaine? Oui, par semaine. Et je gagne 2000 € en moyenne, et souvent plus. Oui, je suis crevé, mais j'aime l'argent. En matière de rémunération, Musk est le mieux servi. Ses actionnaires ont voté 48 milliards pour lui l'an passé. Côté immigration, Musk est beaucoup plus nuancé que Trump. Il veut des travailleurs étrangers diplômés pour faire tourner ses usines, comme Govi, en provenance d'Inde. Pendant 3 ans, il a gravi tous les échelons chez Tesla. J'ai commencé comme conducteur d'engin, puis je suis devenu chef d'équipe, puis superviseur, puis j'ai intégré l'équipe des ingénieurs. Et enfin, j'ai eu l'opportunité de bosser au service développement. J'ai jamais eu le moindre problème au boulot. Le business avant tout. Musk est beaucoup plus conciliant avec la Chine que Trump, et pour cause, il a une usine Tesla à Shanghai. Partons maintenant à Las Vegas, une des bases arrières du milliardaire. Dans cette ville où la débauche est la règle, Musk a lancé un chantier qui sur le papier est titanesque. Pour le voir, il faut se rendre derrière les casinos. Elon Musk, quand il était dans un embouteillage, s'est dit un jour, mais pourquoi ne pas creuser des tunnels sous terre pour gagner du temps? Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Loop, ici à Las Vegas. Pour l'heure, l'expérience se limite à quelques kilomètres de tunnels pour les voitures Tesla. À terme, le milliardaire promet plus de 70 kilomètres de tunnels sous Las Vegas, mais les critiques fusent sur ce chantier qui visiblement ne respecte pas toutes les règles et normes publiques. Musk s'en félicite presque. Il dit que les normes publiques, justement, ça tue l'innovation. Il oublie juste de dire qu'il a reçu au début de son aventure professionnelle plus de 5 milliards de dollars d'argent public. Sans l'État américain, Musk ne serait peut-être pas Musk. À Vegas, toujours, le milliardaire soutient publiquement cette start-up qui construit des maisons mobiles. Musk est persuadé que le rêve américain à présent, c'est d'être nomade et de vivre partout.
Merci de venir nous voir. Voici notre usine. On est ici à Vegas. Notre produit phare, c'est une maison de poche. Elle fait environ 30 mètres carrés et coûte 60 000 €. Musk a acheté le premier prototype pour en faire soi-disant une de ses résidences principales et ainsi montrer qu'il ne fait jamais comme les autres. Les journalistes ont trouvé rigolo d'écrire qu'un milliardaire, l'homme le plus riche du monde, vit dans une toute petite maison. Elon Musk vivrait donc chichement et autre trait de caractère qu'il adore rappeler, il serait un manager sans empathie. Galliano confirme. Quand vous négociez avec quelqu'un en face à face, vous êtes plus brutal, plus dur. Vous allez à l'essentiel. Et vous faites ça pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Retour au Texas, là où Musk lance ses fusées SpaceX et ses satellites Starlink. On en compte déjà 7000 dans le ciel et ce n'est qu'un début. Le milliardaire fabrique ici une future usine taille XXL pour les fusées SpaceX. Tout autour, il a racheté des milliers d'hectares pour bâtir une ville privée où il pourrait faire ce qu'il veut. Mais pour l'heure, le projet est secret. On va à la rencontre de travailleurs qui sont en train de fabriquer la future ville d'Elon Musk ici. Sauf que Musk, le roi de la liberté d'expression, n'aime pas trop quand des journalistes viennent ici. On peut vous parler de Musk? C'est une propriété privée ici. La sécurité va arriver. Pardon? Vous voulez partir? C'est votre voiture, ça? Non, elle est de l'autre côté. Là-bas aussi, c'est privé. Pour l'heure, quelques dizaines d'employés résident déjà ici. Une école a par ailleurs été implantée, méthode Montessori. Musk rêve à terme de concurrencer les écoles publiques américaines qu'il considère comme beaucoup trop à gauche. Ici, on a une aire de jeu. Alors visiblement, les toboggans sont vraiment tout neufs. Ils n'ont pas encore vraiment été utilisés. Ici, ce sont 2 petits terrains de tennis et un tout petit peu plus loin, c'est un mini-golf de poche, si je puis dire, en face de la future usine d'Elon Musk. À côté, il y a aussi l'entreprise qui fabrique les tunnels, rappelez-vous, de Las Vegas. Et puis une épicerie Musk, un bar pour les salariés et les curieux, un salon de coiffure et la vente de t-shirts avec des slogans vantant les armes à feu. Dehors, nous rencontrons Les. Il a grandi et habite toujours la région. Lui, l'ancien haut fonctionnaire américain, dit qu'il a peur que Musk abîme tout son pays. Elon Musk, cet homme si étrange, est en train de créer une ville-entreprise en plein milieu d'un Texas rural. Quand tu laisses la richesse d'un homme contrôler tout un territoire, ce n'est plus une démocratie ou une république, c'est une plutocratie. Et oui, ça fait peur. Le milliardaire, désormais bras droit de Donald Trump, va-t-il lui voler la vedette, imposer ses vues et son agenda? Une certitude, il ne pourra jamais être président. Il n'est pas né sur le sol américain, mais en Afrique du Sud. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.